Philippe, je voudrais en placer une, si vous me permettez. Au début du XXe siècle, on peut dire qu'il y avait un condominium planétaire franco-britannique avec le troisième larron qui était l'Allemagne, quand même. Qui était l'Allemagne, voilà, Oui. le troisième larron. Ceci étant dit, à partir de février 91 et la guerre du Golfe, l'opération Tempête du désert, on a un monde unipolaire avec des politiques qui se sont dites unilatérales. En 2003, ou 2002, 2003, 2004, il y a un plan, peut-être 2004, juste après l'invasion de l'Irak, il y a un plan qui s'appelle Greater Middle East Initiative, le plan de remodelage du Grand Orient, qui va de l'Hindoukouche jusqu'aux colonnes d'Hercule, c'est-à-dire jusqu'au Gibraltar, ou en tout cas jusqu'à l'Atlantique. Ce plan ne prend pas la suite de Sykes-Picot, qui était encore une fois un plan de partage. Mais là, c'est un plan de remodelage qui est strictement unilatéral, qui tient toujours compte de la question pétrolière, puisque Sykes-Picot, au départ, Mossoul devait revenir à la France, la France a eu Kirkouk, les Allemands avaient découvert du pétrole justement dans la région de Mossoul, donc les Anglais s'étaient arrogés la part du lion, si je puis dire. Mais je pense que si on creusait les choses, mais ce n'est pas l'objet de notre échange aujourd'hui, on s'apercevrait que ce plan de grand remodelage ou de remodelage tout court, de reconfiguration de l'Orient islamique, mais pas seulement arabe, n'est pas totalement centré, contrairement à ce que pensent tous les géopolitologues, sur la question énergétique et le pétrole. La guerre d'Irak n'a pas fait gagner le pétrole à l'Amérique. Pas du tout. Donc c'est plutôt les intérêts sécuritaires de morcellement, d'éclatement d'une région autour de ce pôle qui constitue l'État hébreu. Ouais, évidemment. Et d'ailleurs, le plan du Grand Moyen-Orient a une origine. C'est le plan Yinon. C'est le 1985. 1980, oui, Yinon, qui est absolument, c'était quelque chose de capital. Qui a publié les éditions Sigest. Et nous avons, c'est grâce à un juif d'ailleurs, qui a dit un peu ce qu'était, qui a publié le plan Yinon. Et le plan Yinon, c'est quelque chose de fabuleux. Il ne faut pas oublier que Yinon a écrit, Yinon qui était un ancien diplomate et ancien journaliste hébreu, a dit que l'existence, la prospérité et la stabilité de l'État juif dépendront de ses capacités de donner un cadre nouveau à ses affaires extérieures et intérieures. Et quel est ce cadre? Eh bien, il nous l'explique. Le monde arabe islamique n'est qu'un château de cartes construit par des puissances étrangères, la France et la Grande-Bretagne dans les années 20, au mépris des aspirations des autochtones. Ce qu'il oublie de dire, c'est que la Palestine a été construite au mépris total des aspirations des autochtones, mais absolument total. Alors, ce qu'il veut, c'est déjà de démembrer l'Égypte, ils ne sont pas encore arrivés, mais il ajoute. Ça viendra, oui. Ça viendra. L'économie égyptienne est en train de s'effondrer. À la suite, il y a eu l'attentat, puisqu'on sait que c'est l'attentat de l'avion russe à Sharm el-Sheikh. Maintenant, il y a celui-ci. Dès le lendemain matin, on n'a pas attendu 2 mois cette fois, mais dès le lendemain matin ou quelques heures après, on disait c'est un attentat. Oui. Et là, ce que Yinon prévoit, c'est, je lis, l'éclatement de la Syrie et de l'Irak en régions déterminées, sur la base de critères ethniques ou religieux, doit être à long terme un but prioritaire pour Israël, la première étape étant la destruction de la puissance militaire de ces États. Les structures ethniques de la Syrie l'exposent à un démantèlement. Riche en pétrole et en proie à des luttes intestines, l'Irak est dans la ligne de mire israélienne. Sa dissolution serait pour nous plus importante que celle de la Syrie, car c'est lui qui représente à court terme la plus sérieuse menace pour Israël. On sait ce qu'il en advint en 2003, en 1990 déjà, et en 2003 ensuite, on a achevé le travail en 2003, sous prétexte d'armes de destruction massive qu'on n'a évidemment pas encore trouvées. Hein. Mais il y a eu c'est aussi, absolument évident. On peut ajouter la division du Soudan et l'actuelle guerre de Syrie. Bien sûr, mais d'ailleurs, il y a un général américain, c'est le général Wessecart, qui a fait des déclarations très très intéressantes. Et qui pourtant d'origine juive, comme on dit. Ah oui. Non, mais c'est un homme. Moi, je m'en fiche d'origine. Non, mais c'est intéressant. Ce sont les juifs qui sont souvent les plus honnêtes. Vous avez cité d'ailleurs tout à l'heure Arthur Koestler, l'homme du zéro et l'infini.
l'homme qui a sorti l'idée que les Askénazes n'auraient rien à voir en fait avec les peuples du Proche-Orient, mais seraient originaires, enfin plutôt nés, sortis des royaumes khazars. Alors, voilà ce que raconte Wesley Clark, c'est en 2007. C'était 10 jours après les attentats du 11 septembre. Je suis allé au Pentagone 10 jours après le 11. J'y suis allé pour voir Donald Rumsfeld, avec qui j'avais travaillé dans les années 1970. Et alors que je descendais pour quitter le Pentagone, un officier d'état-major m'appelle dans son bureau et me dit « Je veux que vous sachiez que nous allons attaquer l'Irak, 10 jours après le 11 septembre. » J'ai demandé pourquoi. Il a répondu « Nous ne savons pas. » Je lui ai dit « Avons-nous établi un lien entre Saddam Hussein et le 11-9 » Et il m'a répondu que non. De retour au Pentagone, 6 semaines plus tard, j'ai revu le même officier et lui ai demandé « Est-il toujours prévu que nous attaquions l'Irak » Il a répondu « Monsieur, vous savez, c'est bien pire que ça. » Il a pris un document sur son bureau et me dit « J'ai reçu ce mémo du secrétaire d'État à la Défense, Rumsfeld, bien sûr, lequel dit que nous allons attaquer et détruire les gouvernements dans 7 pays en 5 ans. Nous allons commencer par l'Irak, et puis nous irons en Syrie, au Liban, en Libye, Somalie, au Soudan et en Iran. » Voilà, le programme était tout tracé. La Libye, c'est fait, le Soudan, c'est fait. Voilà, oui, exactement. Et d'ailleurs, vous en avez un qui a mangé le morceau, si je veux dire, c'est BHL. BHL, le 20 novembre 1919. Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy. Appelons-le par son petit nom. Oui, Bernard-Henri Lévy, qui a dit, devant le CRIF d'ailleurs, qu'il a poussé à la guerre de Libye. Hein. J'ai porté en étendard ma fidélité à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël. Et après, il termine, comme tous les juifs du monde, j'étais inquiet, malgré la légitime anxiété, c'était un soulèvement qu'il convient d'accueillir avec faveur. On avait affaire à l'un des pires ennemis d'Israël. Voilà pourquoi on a attaqué et on a démoli un pays comme la Libye. Monsieur Bernard-Henri Lévy est un altruiste, mais il est altruiste pour sa propre tribu. D'ailleurs, lui-même a revendiqué, quand il est allé en Libye, qu'il a discouru devant des foules un peu clairsemées, il a bien dit « Je travaille pour ma tribu ». Ah oui, c'est normal. On ne peut pas lui reprocher. Par contre, ce qu'on peut reprocher, c'est aux gouvernements occidentaux de tomber dans le panneau. Bref, comme dit Ehud Barak maintenant, eh bien, Israël, c'est la villa dans la jungle. Car on a réussi effectivement à créer la jungle tout autour, grâce à des mouvements terroristes d'ailleurs, comme l'ISIS, l'ISIS, c'est l'État islamique. Oui, l'État islamique, ou bien c'est un autre État. L'ISIS n'a de répondant que dans la mesure où il est soutenu. Parce qu'écoutez, il y a quand même quelque chose de très drôle. C'est que l'ISIS, pendant 2 ans, vous avez une coalition de 40 pays qui ont attaqué l'ISIS. Je précise. Oui, l'ISIS, c'est Daesh, c'est pareil. Sans résultat. Et il a fallu que M. Poutine intervienne pour que là, on commence à passer aux choses sérieuses. Et à ce moment-là, vous avez vu M. Netanyahou se précipiter à Moscou. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit, on ne sait rien. Mais enfin, on voyait bien que ça dérangeait beaucoup les occidentalo-sionistes. Cette affaire, il ne fallait surtout pas toucher à tous ces braves gens qui étaient là, que nous armions d'ailleurs par derrière, il faut bien le dire. D'ailleurs, les Américains ils viennent encore de s'en vanter. Bref, moi je vous conseille fortement, chers auditeurs, si vous voulez vraiment connaître un peu toutes ces questions, lisez le plan Yinon, et puis aussi lisez Mearsheimer. C'est un livre un peu ardu, un peu aride, mais c'est un livre passionnant, c'est un livre qui vous expliquera tout. Merci voilà. Philippe Prévost. Le plan Yinon est plus accessible, c'est un petit livre et au moins il est lumineux parce que les choses sont dites sans aucune équivoque ou ambiguïté. Alors je rappelle que vous avez publié La France et la tragédie palestinienne récemment aux éditions Éric Bonnier, que vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, docteur ès-lettres. À propos de la Syrie, les choses sont loin d'être terminées, puisque aujourd'hui, je vois fleurir sur la toile des avis appelant à ce que le président Bachar el-Assad connaisse le même sort que Saddam Hussein. Mais contrairement, là je vais donner une note, non pas d'espoir, mais les Russes ne sont pas partis. Leur retrait n'a été qu'un
retrait partiel, un retrait simulé, et on attend normalement le seul porte-avions russe de la Fédération de Russie, l'amiral Kuznetsov, au mois de juillet. Donc la puissance de frappe aérienne sera intacte, restaurée et même peut-être augmentée par la présence de ce porte-avions. Donc il y a toujours concentration de forces internationales, puisque contrairement à ce que les médias nous disent, il ne s'agit pas d'une guerre civile, mais bien véritablement d'une guerre mondiale. Il y a plus de entre 100 et 120 nationalités qui s'y affrontent. Le seul ennui, c'est que les véritables combattants syriens des oppositions sont aujourd'hui submergés par un flot constant et même croissant de combattants qui arrivent d'Asie centrale et de partout ailleurs, aussi bien de Somalie, de Tunisie. Il y a énormément de Tunisiens, et que l'orage qui gronde n'est pas très éloigné de nos côtes. C'est 4 heures de vol depuis Paris, et on voit que les avions aussi tombent assez régulièrement en Méditerranée orientale. Mais voilà. Enfin, il y a quand même une bonne nouvelle, et je voudrais terminer par là, c'est que le Sénat américain vient de voter à l'unanimité l'autorisation pour les victimes, parce qu'il y a eu 3000 victimes quand même des attentats du 11 septembre, l'autorisation d'attaquer l'Arabie Saoudite en justice. Pour ne pas conclure, je dirais, cher Philippe, que jamais aucune loi ne passera normalement, sauf si par exemple M. Trump arrivait au pouvoir. Je ne suis pas sûr que ça soit de toute façon une bonne chose, mais les États-Unis bloqueront, parce que ça veut dire que demain matin, on pourrait attaquer en justice M. Bush, père et fils, et bien d'autres politiciens américains. Donc ils défendront leurs arrières et empêcheront qu'une loi qui pourrait être à double tranchant. Alors, Philippe, vous avez également publié, parce que vous êtes un fervent catholique, l'Église et le ralliement, histoire d'une crise, 1892-2000. C'est un livre très important, puisque on fait la catholicité dans sa crise fait tout partir de Vatican II. En fait, la crise est bien antérieure. Et je recommanderais à ce sujet, non pas de lire Marshall Mayer, qui est un éminent universitaire d'Harvard, mais de lire La grande peur des bien-pensants, je pense, de Georges Bernanos, qui explore cette crise, livre aujourd'hui oublié, mais qui donne aussi donc tout l'environnement du sujet que vous traitez dans ce livre, qui est un livre important pour les catholiques. Voilà. Merci à vous, Philippe, et on se dit à très très bientôt. À bientôt.